Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de lancer un petit peu cette nouvelle soirée d'Ivry Actu, donc ce nouveau live que nous organisons la section du Parti communiste français d'Ivry-sur-Seine via son journal Ivry Actu. Et on a le grand plaisir de recevoir ce soir Anaïs Flay, qui est la secrétaire nationale de l'Union des étudiants communistes, qui donc anime cette organisation politique, branche du MJCF, sur les universités un peu partout en France, et Marie Piron, qui est adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine, en charge de l'enseignement supérieur, la recherche et la culture scientifique, et qui est aussi chercheuse pour le plus grand centre de recherche national français, bien la référence en la matière, suivez mon regard. Déjà, je vous remercie pour tout le monde pour votre acceptation de cette invitation, parce que l'actualité étudiante fait dernièrement la une de l'actualité, mais toutes les deux, via vos casquettes respectives, vous aviez déjà pris des initiatives donc sur ce sujet qu'on a intitulé Les étudiants face à la crise du Covid, face à la crise sanitaire et politique, puisque en fait le monde étudiant, le monde universitaire, le monde de la recherche, donc toute la diversité de ces réalités-là, se retrouve confronté à une situation sanitaire, économique, sociale et politique absolument inédite, d'une gravité exceptionnelle. Et donc cette situation nécessite un sursaut, une intervention extrêmement importante. Et donc, on a souhaité que vous puissiez échanger ce soir, à la fois pour justement dresser les constats et proposer, au regard des luttes et des initiatives que vous menez, des solutions à y apporter. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Et donc, je crois que Marie, tu prends la parole juste après moi. Merci à vous. Merci Nicolas. Je vais vous présenter un petit peu Ivry parce que c'est vrai qu'on a toujours une tendance à être un petit peu centré sur Ivry, mais peut-être que potentiellement on ne se rend pas compte qu'Ivry, c'est une ville universitaire. Alors Ivry, on parle d'une ville universitaire, mais c'est une ville universitaire d'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'a pas un grand campus universitaire, on n'a pas une université comme celle de Créteil ou comme une université parisienne, mais on a quand même une quinzaine d'établissements d'enseignement supérieur sur Ivry, ce qui représente à peu près 7000 étudiants qui viennent quotidiennement ou quasi quotidiennement étudier sur Ivry. Et à ce chiffre-là s'ajoute, on estime à environ entre 3, 5, 6 000 le nombre d'étudiants qui sont des étudiants qui, eux, habitent Ivry et qui vont étudier dans des établissements à l'extérieur d'Ivry. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'Ivry, c'est une ville universitaire d'équilibre. On a aussi à peu près 900 places en résidence étudiante et il y a des projets de résidence étudiante qui sont en cours, notamment dans la ZAC Gagarine, mais également sur Ivry Confluence, et avec, je pense, quelque chose qui manquait de façon très importante à Ivry, qui est une résidence qui sera plutôt sociale, puisque pour l'instant, on a essentiellement des résidences privées. Donc Ivry, effectivement, c'est une ville universitaire d'équilibre. C'est une ville où les étudiants souffrent de la situation, à l'instar de partout en France. Et la municipalité, avec un certain nombre d'associations, a décidé de prendre des mesures pour essayer d'aider les étudiants. Donc, ça s'est traduit concrètement par une aide alimentaire, dans un premier temps, dans l'une des résidences étudiantes, qui est citée dans l'un des quartiers. Et ce que je trouve d'important de souligner, c'est que c'est aussi des habitants de ce quartier qui nous ont, je dirais, alertés. En tant qu'élus, on était sensibilisés à la question, mais je pense que ce qui a permis vraiment de déclencher l'ensemble des actions, c'est quand des habitants ont dit nous, on a vu des étudiants qui cherchaient de la nourriture, et ça, c'est intolérable. Donc, ce collectif d'habitants, qui sont parfois des individus, parfois rattachés à des associations comme l'Étal solidaire ou Poignée d'entraide, ont décidé de venir faire une distribution dans la résidence étudiante. Mais je dirais que le contenu, ce qui a été donné, était tout aussi important que la démarche, que le fait que les habitants aillent à la rencontre des étudiants
aille leur dire vous êtes des habitants, vous faites partie de notre quartier et nous, on ne supporte pas de vous voir souffrir de cette façon-là, alors qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Et donc ça a été le point de départ. Et puis, je dirais, les choses ont pris de l'ampleur. La municipalité a mis en place un chèque de 50 € pour les étudiants via le centre communal d'action sociale. Et puis, samedi dernier, il y a eu une nouvelle distribution en centre-ville avec l'association les 2 associations L'Étal solidaire et Poignée d'entraide. Et là, c'est 125 étudiants qui sont venus sur 2 heures de temps parce que vraiment, ils avaient besoin de cette aide alimentaire. Et visiblement, les associations sont en train d'essayer de voir pour pouvoir pérenniser cette aide à destination des étudiants. On a pu aussi voir que les étudiants ont envie de s'engager. Ils ont envie aussi de contribuer d'une façon ou d'une autre à la vie de la ville et à cette solidarité qui s'exprime. Mais je pense qu'ils ont aussi envie de contribuer en tant que citoyens à construire un autre monde. Ouais, je vais prendre la parole maintenant. Je trouve que c'est extrêmement parlant ce que tu as dit sur les dispositifs pris par la ville d'Ivry pour les étudiants. Ce qui est assez frappant, c'est que les collectivités locales, les municipalités, les départements, notamment dans le Val-de-Marne, le département qui fait aussi énormément pour les étudiants, et pas uniquement depuis cette crise, les collectivités territoriales pallient énormément en fait à l'abandon de l'État. Et évidemment, c'est super que les collectivités territoriales pallient ce manque et prennent leurs responsabilités vis-à-vis des jeunes, des étudiants qui vivent sur leur territoire. Mais c'est aussi important de rappeler que l'État doit prendre ses responsabilités et c'est parce que l'État en fait abandonne les étudiants que c'est aux collectivités territoriales justement de prendre le relais. Et c'est une très bonne chose, y compris parce que ça permet aux étudiants, aux jeunes de voir que la politique et la vie ensemble, la vie citoyenne, ça se fait aussi surtout au niveau local et c'est comme ça qu'on peut aussi inventer de nouvelles manières de faire société, de nouvelles manières d'être citoyens ensemble. Donc c'est un côté très positif. Mais d'un autre côté, c'est aussi important de rappeler que si on en est là, c'est parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Et ça est encore plus parlant. À chaque prise de parole du gouvernement, que ce soit Madame Vidal ou le président de la République, à chaque fois, on a l'impression que le gouvernement a enfin compris que les étudiants souffrent, que les étudiants sont dans des situations de précarité, alors que ça fait très longtemps que c'est le cas, mais que la crise met encore davantage en lumière ça et creuse encore plus la gravité de la situation. Mais Madame Vidal avait pris la parole il n'y a pas longtemps elle a partagé une vidéo sur tous ses réseaux sociaux où elle disait ce que vous donnez, les étudiants sont responsables, les étudiants ont envie de participer, de faire en sorte que la situation aille bien, sans proposer aucune solution pour faire face à la crise et pour surmonter le problème. Et en gros, sa conclusion, c'était de dire ce que vous donnez au pays, le pays vous le rendra. Pour le moment, le pays ne rend pas grand-chose aux jeunes. C'est pareil quand Macron parlait dans ses différentes prises de parole récemment, il commençait un peu plus à parler des étudiants et des jeunes. Il dit oui, voilà, les étudiants doivent prendre les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, participer à l'effort national contre la pandémie, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que nous, en fait, ça fait très longtemps qu'on les prend nos responsabilités. On en a beaucoup d'ailleurs parce que c'est quand même sur nos épaules que repose l'avenir du pays. Et c'est pas rien. C'est bien sûr nos vies individuelles et les parcours que chacune on s'efforce de parcourir pour se construire, pour avoir un métier, pour être utile à la société. Mais voilà, justement, si on va à l'université, si on va à l'école, dans un BTS, peu importe, si on se forme, c'est aussi ce qui permet à la société d'avancer. Et ça, l'État ne le reconnaît pas en fait et ne fait rien pour permettre aux étudiants de réussir dans les meilleures conditions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je crois que cette crise, outre la crise sanitaire, de toute façon, elle montait en puissance parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'effectivement, la question des étudiants, la question de comment on fait pour permettre aux étudiants de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, et là on parle aussi des ressources financières qu'ils peuvent avoir,
parce que une des difficultés de l'enseignement supérieur français, c'est que quand même, en termes d'inégalité, il continue de reproduire les inégalités. Et là, cette crise sanitaire, une de mes grandes craintes, c'est que justement, ça continue de majorer ces inégalités. Et là, il y avait une étude d'Oxfam qui est sortie cette semaine et qui disait qu'il allait falloir 10 ans pour les personnes qui sont tombées dans la pauvreté pour pouvoir se rétablir. Eh ben, moi, ça m'inquiète vraiment sur cette question, sur comment l'université va pouvoir faire en sorte que les étudiants de toutes les classes sociales puissent accéder et puissent aussi, du coup, comme tu le disais, hein, construire le monde de demain. Parce que là, on a des défis majeurs qui sont devant nous. On a les questions environnementales, ça c'est sûr. On a les questions liées à l'allongement de la vie. Ça, c'est aussi des questions essentielles. Et je crois qu'on a des questions essentielles en termes de démocratie aussi. Parce que là, on voit bien que la démocratie, elle est quand même sacrément ébranlée par cette crise sanitaire. Elle l'était avant. Il y avait des symptômes qui montraient que la démocratie était en souffrance. Mais là, vraiment, ça l'a révélé. Et quand on voit, par exemple, qu'en sciences humaines, le nombre de thèses qui sont financées est extrêmement faible. Ça signifie que si on veut s'engager pour faire une thèse de doctorat en sciences humaines, eh bien globalement, soit on travaille intégralement à côté pour avoir un salaire et pour pouvoir mener ses recherches. C'est-à-dire qu'on fait des vraies recherches, mais c'est nous qui devons les financer, ou c'est la famille, ou c'est etc. Et ça, c'est sûr que c'est quand même pas problème. C'est vraiment pas possible. C'est inacceptable. La société ne peut pas accepter que pour les sciences humaines, il n'y ait pas un financement des études de thèse, enfin des doctorants, pour qu'ils puissent mener leurs études, parce qu'on a absolument besoin de l'apport des sciences humaines dans notre société. Oui, enfin d'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle les dernières sorties de Darmanin sur les sciences humaines et sociales, en gros, où il dit que que la recherche française en sciences humaines aujourd'hui est gangrénée par les antiracistes, etc. Et que du coup, c'est son nouveau prétexte pour ne pas financer les sciences humaines. Je trouve que la situation, que ce soit le confinement ou que ce soit même le rapport plus long aux études depuis des décennies, il est assez parlant parce que, en fait, on a un peu l'impression que dans l'imaginaire collectif et entretenu par l'État, dans sa manière de gérer l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, les études et la recherche, c'est un truc un peu magique où en fait, on va en cours, on se pose sur une chaise et on regarde un prof qui parle, un ou une prof. Et puis voilà, en fait, on vient là, on consomme un espèce de bien qui va nous enrichir le cerveau et nous faire acquérir des qualifications. Mais voilà, c'est vraiment magique, quoi. Tu payes ton année, parce que du coup, de plus en plus, on fait payer l'enseignement supérieur aux étudiants. Tu payes ton année, tu t'endettes et en fait, tu investis pour qu'on te mette dans le cerveau des trucs. Mais toi, par rapport à ça, tu es totalement passif en fait. Tu travailles pas. C'est vraiment quelque chose où il y a un phénomène un petit peu inexpliqué, où il suffit de se poser sur une chaise et d'écouter un cours et les choses se passent normalement. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la gestion du distanciel a été totalement pas prise en charge comme il le fallait, parce que pour le gouvernement et pour la ministre, en fait, étudier, c'est pas vraiment une activité, c'est comme écouter un podcast, quoi, et puis, bon, les choses se font et c'est assez naturel. Mais non, parce qu'étudier, c'est un travail qui est collectif, c'est un travail, c'est un vrai boulot, quoi, quand tu lis tes cours, quand tu lis tes textes, quand tu les analyses, quand tu les commentes, quand tu les compares, quand tu fais tout le truc autour de ça, tu as des travaux aussi pratiques qui vont avec. Bien sûr, après, toutes les filières sont différentes et le travail qui est demandé n'est pas le même en fonction des filières, mais toujours est-il que ça reste un travail, certes, pas un travail salarié, pas un travail productif de valeur marchande, mais ça reste un travail qui n'est pas du tout reconnu par l'État. Et ça a aussi un impact, je pense que c'est aussi la vision des études qui a un impact comme ça sur les sciences, la recherche en sciences humaines, parce que c'est un peu une continuité, on a l'impression que c'est pas vraiment un travail, c'est oui, des gens qui réfléchissent à des sujets intéressants, quoi, mais c'est pas, ou pas d'ailleurs, le gouvernement semble penser que c'est pas tout le temps intéressant, voire dangereux pour le pays. Mais bref, et du coup, c'est aussi
ce refus en fait de reconnaître que quand on étudie, on n'est pas juste là à rien faire, à se tourner les pouces et à attendre que les choses rentrent dans son cerveau, mais que c'est un vrai travail collectif avec ses profs, avec ses camarades, avec le personnel universitaire aussi. Et c'est grâce à ce travail collectif qu'on a des travailleurs qualifiés et des générations de travailleurs qualifiés. Et du coup, tant qu'on ne reconnaîtra pas ce travail-là, nous, du coup, ce qu'on propose à l'UEC, c'est de mettre en place un vrai revenu étudiant financé par la sécurité sociale à hauteur au minimum du SMIC, et, enfin, qui évolue en fonction des formations. Tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, ce travail, la précarité, elle va continuer d'exister parce que, en fait, c'est pas une fatalité, mais c'est un choix politique. C'est tant qu'on ne dit pas que étudier, c'est un travail qui du coup, doit permettre d'avoir un revenu qui permette, voilà, juste d'étudier de la meilleure manière et de ne pas avoir à soucier d'avoir un autre travail à côté. Tant qu'on fait pas ce choix politique-là, la précarité étudiante, elle va continuer d'exister. Et c'est pas 500 € par-ci, par-là, parce que voilà, il y a des bourses, il y a des revendications pour donner des aides sociales aux étudiants, mais ça suffit pas. Parce que ce qu'on demande, c'est une vraie reconnaissance d'une vraie activité et de la dignité, en fait, de pas être sans cesse infantilisé, et voilà. Oui, et je pense que ta proposition, elle permet aussi justement de réduire les inégalités, parce qu'à ce moment-là, n'importe quel étudiant est sur un pied d'égalité, il peut accéder à l'enseignement supérieur dans des bonnes conditions, des conditions qui lui permettent de se focaliser exclusivement sur son travail d'études, et ce qui est effectivement essentiel, parce qu'à l'heure actuelle, on se rend bien compte que de toute façon, je crois que c'est à peu près un étudiant sur deux qui était obligé de travailler dans le cadre de son travail, et que la première cause d'échec aux études, c'est justement le fait de devoir travailler. Et donc là, on voit bien que cette proposition, elle va vraiment dans le sens de la réduction des inégalités. Et c'est, à mon avis, c'est la meilleure proposition, et c'est une proposition qui réduit, qui permet de résoudre deux problèmes. Un, la précarité étudiante, qui est quelque chose qui est totalement inacceptable. Et deux, le fait que ça permet de réduire les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur et dans l'accès à la poursuite d'études. Parce que parfois, on peut effectivement commencer des études, mais on peut être contraint d'arrêter pour des raisons financières. Et là, ta proposition, elle permet justement ça, et elle permet ce que doit être effectivement l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de pouvoir accéder ensuite à un emploi qui correspond dans le domaine qu'il a choisi. Donc, c'est effectivement très intéressant. Et tu parlais tout à l'heure des sciences sociales. Jair Bolsonaro, on connaît quand même, a lui aussi, dans les premières propositions qu'il a fait quand il a pris le pouvoir, c'est aussi sur les sciences humaines et sociales qu'il est tombé. Donc, on voit bien que démocratie, sciences humaines et sociales, c'est un vrai sujet. Ouais, totalement. Mais je pense qu'on aura encore l'occasion de parler du lien entre démocratie et université. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur la réduction des inégalités et parce que je pense qu'en fait, il y a deux autres choses. C'est que, tu sais, on n'arrête pas de parler de précarité psychologique en ce moment et du fait que les étudiants, ils n'en peuvent plus. Bien sûr, c'est lié à un contexte de crise qui touche chacun, chacune. Et en France, je pense qu'il y a quand même une grosse majorité de la population qui vit assez mal la période, et ça a des conséquences assez extrême sur l'état d'esprit de chacun et chacune. Mais je pense aussi que le fait de mettre un vrai revenu étudiant qui reconnaisse l'utilité des étudiants, leur place dans la société, ça aussi, ça répond en fait à ce problème de précarité psychologique, parce qu'on a l'impression qu'on a une place, on a l'impression que si je me gourre d'orientation, je peux me réorienter, il n'y a pas de problème. Et au-delà de ça même, parce que c'est une revendication qui ne concerne pas que les étudiants qui étudient aujourd'hui, ça concerne, c'est une revendication qui aussi peut permettre à des jeunes qui sont en échec scolaire ou qui ont abandonné pour X ou Y raison, par exemple des jeunes femmes qui ont décidé d'arrêter leurs études pour élever leurs enfants, par exemple, ça permet aussi à des parcours de vie qui ne sont pas toujours linéaires de reprendre des études, voire de permettre à des personnes en très grande précarité de vivre. Je pense par exemple aux prostituées, je pense aux personnes sans papier, ou des personnes qui sont exclues du système national, de se réinscrire dans un parcours de vie qui leur permette de s'émanciper. Et du coup, ça permettrait aussi
beaucoup plus de monde d'accéder à l'enseignement supérieur, parce que c'est faux de dire que l'université n'a pas les moyens d'accueillir les étudiants. C'est pas parce qu'il y a trop d'étudiants, mais c'est parce que l'État refuse tout simplement de financer l'enseignement supérieur et la recherche aussi. D'ailleurs, les présidences d'université, elles demandaient 10 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Bon, on les a toujours pas, et le quinquennat est presque fini. Mais voilà, il faut que l'État fasse les choix stratégiques qui doivent être pris en fait pour l'avenir de notre pays et l'avenir des générations qui vont venir après nous, quoi. Et ça va de pair aussi avec la répartition territoriale des universités, parce que cette concentration de très grandes universités, du coup, ça éloigne les étudiants des universités, et dans certains endroits, ça peut être réellement un problème. Et je crois que bon, il y a clairement une augmentation du nombre d'étudiants qui arrivent à l'université. Là, je crois que c'est entre 53 et 57 000 cette année, avec en plus des particularités, puisqu'on est dans la crise sanitaire, et je pense notamment au Dom-Tom, où un certain nombre d'étudiants ultramarins avaient tendance à venir plus en métropole. Cette année, notamment à La Réunion, ils sont plus restés à La Réunion, et l'université était vraiment exsangue, elle n'arrivait pas à les accueillir. Et pourtant, on se dit, dans un contexte, effectivement, y compris même lié aux questions écologiques, on a tout intérêt à ce que les étudiants puissent aussi étudier, étudier là où ils habitent, y compris parce qu'on l'a dit, hein, l'isolement des étudiants, ça contribue à renforcer leurs difficultés et les difficultés qu'ils ont actuellement. Et on sait que particulièrement les étudiants ultramarins et les étudiants étrangers sont encore plus touchés par la crise du fait de cet isolement. Et donc c'est sûr que si on se dit qu'il y a un meilleur maillage territorial des différentes universités, ça pourrait aussi aider à faciliter les choses pour les étudiants. On sait aussi qu'on a entre 10 et 15% des étudiants qui n'ont pas accès au numérique de façon correcte, que ce soit en termes d'accès à Internet ou de lignes correctes d'Internet. Et on peut se dire que si effectivement l'université est plus proche de chez eux, ça peut aussi aider à solutionner un certain nombre de problèmes. Donc je crois que c'est effectivement ce revenu étudiant. Deux, c'est une territorialisation différente des universités plus proches des étudiants. Et puis le troisième pendant, ça va être aussi la question de l'emploi scientifique par la suite. Parce qu'effectivement, les étudiants vont parvenir comme ça jusqu'au terme des études, de là où ils souhaitent s'arrêter, que ce soit en licence, que ce soit en master ou après un doctorat. Simplement, à l'heure actuelle, il y a tellement peu de postes dans l'enseignement supérieur, et quand je parle de postes, c'est vraiment des postes de chercheurs, des postes d'enseignants-chercheurs, mais des postes qui appartiennent à la fonction publique et qui soient des vrais postes. Là, pour l'instant, les doctorants, quand ils sortent, ils vont enchaîner des CDD durant des années avant éventuellement de pouvoir envisager peut-être un poste soit au CNRS, soit à l'INSERM, soit dans une université. Et ça, c'est quelque chose aussi qui freine les études, parce que comment on peut s'engager dans des études si on sait qu'au final, on ne pourra pas exercer le métier pour lequel on fait des études. Et quand on s'engage dans un doctorat, c'est 8 ans. Quand on s'engage sur un master, c'est 5 ans. C'est quand même long. Et se dire qu'on va passer toutes ces années à travailler là-dessus, mais qu'en réalité, ça ne débouchera pas sur un vrai emploi, je crois que ça, c'est vraiment le troisième problème. Et effectivement, la solution, c'est une embauche très importante, une augmentation. Et on l'a dit aussi, hein, il y a ces questions de société qui nous touchent, que ce soit en termes de développement durable, en termes d'allongement de la vie, en termes de démocratie, tout ça. Eh bien, justement, si on avait plus d'emplois scientifiques, eh bien, je pense que ça permettrait aussi de trouver des solutions plus satisfaisantes, plus rapidement sur ces sujets-là. Là, on le voit avec la crise, hein, par exemple, sur les questions du vaccin. On voit bien qu'effectivement, il y a un manque. Il n'y a pas assez de recherches qui peuvent être faites parce qu'il n'y a pas assez de chercheurs. Et quand je dis des chercheurs, c'est aussi des ITA, c'est-à-dire les ingénieurs et techniciens, le personnel administratif aussi qui travaille dans les laboratoires, parce qu'on manque effectivement des deux, à la fois des chercheurs, mais à la fois les ITA. Bah, moi, c'est marrant parce que je suis dans un master de recherche et du coup, je vais pouvoir témoigner.
Déjà, j'étais à la fac de Nanterre avant en sciences politiques. Et du coup, tous mes camarades de promo avec qui j'étais aujourd'hui, ils sont aussi en master de recherche en sociologie politique. Enfin bref, il y a pas mal de parcours, mais du coup, là, je vais parler spécifiquement des parcours de recherche. Et moi, je suis à l'EHESS dans un master d'histoire des sciences. Et que ce soit mes amis de Nanterre d'avant ou aujourd'hui dans mon master, au début de l'année, tout le monde était hyper motivé pour faire de la recherche, etc. Bon, après, il y a aussi la question du confinement qui a fait que les gens se sont aussi découragés pour des raisons évidentes. Mais là, il doit y avoir, je sais pas moi, 3/4 de ma promo et de mes anciens amis de Nanterre qui sont désabusés et non seulement sont découragés parce qu'aujourd'hui en master on fait des mémoires mais on fait même pas de terrain, donc c'est un peu compliqué quand tu veux te projeter dans un métier, mais bon, ça c'est propre à la période actuelle, mais au-delà de ça, c'est parce que voilà, ils comprennent que ça va être une vie de grande précarité, et si t'as pas déjà t'as la question de avoir une bourse de doctorale, et en plus de ça, en général il y en a une, alors que dans ta promo vous êtes 10, 15. Et donc, du coup, ça aussi entraîne dès le début, dès le premier pas dans le monde de la recherche, il y a une énorme compétition entre les étudiants, alors que d'une part, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de progrès, ça n'a aucun sens de mettre en compétition des chercheurs, parce que en fait, c'est en travaillant en collaboration qu'on travaille le mieux. Et par ailleurs, c'est un véritable non-sens scientifique, parce qu'on a besoin de plus de gens qui font de la recherche, et on l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Les sciences humaines, elles ont été extrêmement utiles, et on aurait bien besoin de plus de chercheurs en sciences humaines. Donc, ouais, la situation, elle est un peu compliquée pour, pour les étudiants qui voulaient se lancer dans la recherche. Je vois qu'on a des questions dans le chat. Peut-être Marie, parce que je viens de parler, tu peux répondre à la première question, et moi je répondrai à la deuxième. Donc je vais lire la question comme ça. Donc le gouvernement a annoncé en fanfare une loi de programmation de la recherche qui serait une réponse inédite aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors effectivement, ils l'ont annoncé, c'était assez impressionnant en matière de communication. Par contre, je crois que si on écoute les chercheurs, si on écoute le monde de la recherche, et y compris les étudiants, je crois qu'elle n'a convaincu personne, cette loi. Et elle n'a convaincu personne parce qu'elle accentue encore les difficultés. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de la précarité dans l'emploi scientifique. Il propose par exemple la création de tenure track. Tenure track, ce serait l'idée que avant de devenir professeur, on va passer encore par un nouveau CDD. Sachant qu'on a déjà sans doute fait 1 ou 2 post-doctorats de 1 à 3 ans chacun. Et donc là, ce qu'on nous propose comme avancée, c'est l'idée que pour être recruté en tant que professeur, on va réenchaîner encore un nouveau CDD. Donc ça, effectivement, non, ça peut en aucun cas être une avancée. Et pourtant, ça a été présenté par le gouvernement comme quelque chose d'exceptionnel. Bon, les pays qui l'ont mis en place, d'ailleurs, sont pas franchement satisfaits par ce genre de proposition, hein, et je suis pas sûre qu'ils ne reviendraient pas dessus si c'était pas possible. Ensuite, il y a un des points, par contre, qui me semble intéressant, c'est la question sciences-société qui est abordée dans cette loi. Alors, la question sciences-société, c'est comment finalement l'apport de la recherche peut passer au grand public. C'est une question de diffusion de la culture scientifique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est aussi important que les travaux des chercheurs ils puissent diffuser dans la société, parce qu'on est tous des citoyens, on est tous amenés à faire des choix par moment, et on a besoin d'être éclairés par les scientifiques. Et il ne faut pas non plus que les scientifiques, leur discours, il reste uniquement entre experts. C'est aussi important qu'il y ait ce dialogue entre les citoyens et puis les chercheurs. Moi, je vais simplement prendre l'exemple des recherches que je mène dans un laboratoire de neurosciences. On travaille sur les troubles du spectre autistique. On travaille plus particulièrement sur la perception visuelle dans l'autisme. On sait que dans l'autisme, il y a des particularités en matière de perception, que ce soit visuelle, auditive, etc. Eh bien, si ces particularités, elles étaient prises en compte dans les politiques publiques. Par exemple, quand on va construire une école, si on tenait compte de ces particularités sensorielles, ça permettrait un meilleur accueil
des enfants avec autisme dans les écoles. Donc c'est pour ça effectivement que c'est important, ce dialogue entre science et société. Donc ça, c'est le point positif. Alors, je n'irai pas plus loin dans le côté positif parce que, après, je crois qu'il n'y a pas les financements nécessaires pour que ça devienne une réalité, etc. Mais en tout cas, il y a cet embryon de choses qui est intéressante. Après, bien évidemment, en termes de financement, le compte n'y est pas. En termes de création d'emplois scientifiques, bien évidemment, le compte n'y est pas. Actuellement, je crois que c'est autour de, je me souviens plus du chiffre exact de postes créés. Voilà, c'est 240 postes créés au CNRS par an en tant que chercheur. 240 postes pour la France entière. On comprend bien que ça peut pas, enfin, on va pas pouvoir répondre aux défis scientifiques comme ça. Et la loi de programmation de la recherche, eh bien, on attendait effectivement qu'il y ait une augmentation du nombre de postes. On attendait aussi, je dirais, un autre mode de financement de la recherche.